Donc, quelques objectifs: fournir le territoire avec des substrats fertiles pour les sols et les toitures aussi, c'est important pour nous parce que c'est une des bases de notre métier. Valoriser les terres excavées, les sous-produits de déconstruction et les biodéchets, et puis former des personnes en insertion sur le territoire. Donc l'idée générale, c'est d'utiliser les ressources locales alternatives pour végétaliser les espaces. Faiseurs de terre, c'est un consortium qui est constitué de 3 entités, en fait, donc ALAGE, qui est une association d'insertion par l'activité économique. Donc c'est la structure porteuse de ce volet social de l'activité. NeoEco, qui est un bureau d'études en économie circulaire, et donc Topagé, qui est un acteur de la végétalisation en Île-de-France. Quelques partenaires, la région Île-de-France et l'ADEME, qui sont nos financeurs actuellement en termes de subventions. Le territoire Seine-Saint-Denis et de pleine commune pour les sites sur lesquels on va pouvoir produire. Et enfin, Fleur de Sol, c'était donc Fleur de Sol, c'est le bureau d'études qui a été créé par Olivier Damas, qui nous accompagne dans le projet. On a des compétences donc en substrat fertile, bien sûr, c'est le but du projet, mais aussi en conception, réalisation, entretien d'espaces verts, en économie circulaire, en valorisation et sur la production aussi végétale. Et donc c'est ce consortium qui semble assez inédit, mais ce qui nous semblait surtout évident quand on s'est rencontrés, et plein d'atouts avec des compétences complémentaires pour œuvrer sur ce beau sujet qui est la création de sols fertiles. Quelques références, notamment des références communes sur le bâtiment Pulse, par exemple, pour ce qui est de la végétalisation des toitures et des façades du bâtiment. Aussi, on travaille pour les ouvrages olympiques, hein, beaucoup, la Société du Grand Paris. Donc voilà, plusieurs références communes. Le constat, on l'a déjà vu un peu ce matin, c'est qu'on a des villes qui sont quand même assez prédatrices de terres rurales et productrices de déchets. Donc l'idée, c'est de faire une boucle intelligente avec ces différentes notions. Notre proposition, du coup, c'est de fournir le territoire de l'Île-de-France en substrat fertile pour sol et pour toiture, de former des personnes et de créer de l'emploi sur le territoire au travers de cette activité, de valoriser les terres excavées, les sous-produits de déconstruction et les biodéchets, et enfin d'en profiter pour végétaliser ces espaces, donc avec cette notion de conception, réalisation et entretien derrière des projets d'espaces verts. Donc pas mal de bénéfices sur tous ces sujets-là. C'est une solution qui est économe, enfin qui est, comme on l'a dit, de l'économie circulaire pour les déchets du territoire, une mise à disposition derrière de substrats de culture de qualité. On insiste vraiment sur cette notion-là avec l'accompagnement d'Olivier Damas. On essaye vraiment d'arriver à produire des substrats fertiles vivants avec une qualité biologique, physico-chimique bien sûr, mais surtout aussi en insistant sur le volet biologique de ces sols créés et derrière de soutenir aussi les politiques sociales de la ville avec ces questions d'insertion. Donc quelques clients, les collectivités, les aménageurs, les paysagistes pour ce débouché. Par rapport au projet, on est encore pas mal en phase de recherche et développement, mais le concept, ça fait un moment qu'on travaille dessus et il est viable. On a acquis un foncier actuellement pour la première plateforme expérimentale et on est dans une phase où on continue à rechercher des partenaires pour des projets, mais où on vient d'acquérir un financement important de la part de la région Île-de-France et de l'ADEME. Donc on va passer bientôt à cette phase 4 de mise en place et de déploiement du projet. Ensuite, en parallèle, on continue bien sûr c'est toutes ces expérimentations qui sont menées, notamment en partenariat avec ECT pour celui de la Solidéo, donc qui est une expérimentation qui consiste à tester 3 formules de technosol qui intègrent des ressources du village des athlètes, donc notamment tout ce qui était excavé, béton et compost, pour envisager ensuite une mise en œuvre sur le site final du village olympique. Donc il y a 1500 mètres cubes qui sont à l'essai depuis juin 2021 à Brière-sur-Oise et une maturation prévue de ces technosols qui ont été semés pendant un an. On a l'expérimentation donc qu'on appelait Vitex Sud, donc pour les substrats de toiture, avec cette problématique qu'on a
pour les substrats, qui est de faire des terres beaucoup plus allégées que ce qu'on peut avoir en technosol pour la pleine terre, et suffisamment drainant pour ne pas risquer d'engorger les toitures végétalisées. Et puis la problématique qui a été citée aussi récemment, là, sur faire directement de la maturation in situ sur les chantiers, qui permet d'éviter encore plus le transport de ces terres. Donc voilà un petit peu pour les expérimentations faiseurs de terre. J'ai juste remis encore une petite diapo, parce que ça, c'est un site sur lequel je suis passé récemment, c'est à Ivry, un site d'expérimentation de toiture végétalisée qu'on avait eu dans le cadre d'un appel à projet de la mairie de Paris, végétalisation innovante en 2015. Et on avait déjà à cette époque-là, donc il y a plus de 6-7 ans maintenant, créé un espèce de substrat type technosol pour toiture avec essentiellement des briques et du compost. Donc là, il n'y a pas vraiment de terre excavée, mais voilà, c'est un projet où en plus on a juste laissé la végétation spontanée s'installer, et on voit que c'est allé très vite. On a un couvert assez stable qui n'est pas du tout irrigué, et sur 10 cm de briques et de compost, on arrive comme ça à avoir un couvert végétal qui s'installe et qui est assez intéressant du point de vue de la biodiversité. Donc c'est positif, ça fonctionne, et ça fonctionne dans la durée. Donc merci de votre attention. Je vous ai mis les contacts des différentes structures qui composent Faiseurs de Terre, donc Alage, NeoEco et Topager. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des projets. Merci. Merci beaucoup. On communiquera du coup. On communiquera du coup les contacts des intervenants. Et alors du coup, je laisse la dernière intervention. Enfin, j'accueille Thomas Gaudron du coup de la LGB. Et pour rappel, à cet ensemble, on a signé avec la LGB une convention de partenariat en 2019. C'est ça, 2019 ? C'est ça. Sur justement pour aider en fait à la construction de filières d'écomatériaux à partir des terres excavées. Merci. J'ai lancé la présentation. Bonjour, merci. Donc Thomas Gaudron, je suis responsable des terres excavées et de l'économie circulaire pour la Société Grand Paris. Donc brièvement, oui, qu'est-ce que la Société Grand Paris? Donc on a en charge le pilotage et la construction du métro en rocade dans la région parisienne. Donc ça vient doubler le réseau existant, principalement en souterrain. Et ça nous amène du coup à évacuer un grand nombre de terres, 47 millions de tonnes, sur une période assez courte. Des terres donc, issues de grandes profondeurs, donc on est bien loin des 30 premiers centimètres la plupart du temps. Et on s'est fixé un objectif ambitieux dès 2012 de valoriser 70% de toutes ces terres. Donc 47 millions de tonnes, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près... si vous prenez tout le territoire de la ville de Paris, rehaussé de plus de 20 cm. Merci. Donc, comment valoriser ces terres? Donc, on a défini deux grands axes. Donc, soit la valorisation au volume, donc une utilisation du remblai, du déblai tel qu'il est excavé en remblai, donc soit de carrière, soit en termes de modelé paysager, par exemple. Donc ça représente aujourd'hui 47% de nos terres qui sont dirigées vers ces filières. Et le deuxième axe de valorisation, c'est la transformation en écomatériaux ou en écoproduits. Donc sous forme de ciment, de briques et autres, ou pourquoi pas en substrat fertile. Merci. Donc, sur la valorisation de matière, donc comment transformer la terre et en faire quelque chose d'utile sous la forme d'écomatériaux ou d'écoproduits. Donc, tout d'abord, travailler sur nos propres chantiers, sur l'aspect génie civil, pour essayer de mieux connaître nos futurs déblais, parce que tout ça s'anticipe, bien sûr. Connaître les gisements, essayer d'homogénéiser autant que possible la ressource, puisque on va creuser un endroit et 3 km plus loin, ça sera la même couche géologique, mais pas forcément avec les mêmes caractéristiques. Ensuite, on s'est rapproché de plateformes, donc en réalisant au préalable des études de formulation, donc avec les caractérisations qui avaient été faites, comment on peut utiliser ces matériaux dans la formulation de produits standards. Et ensuite, on s'est rapproché de plateformes pour leur proposer ces formulations, si elles étaient en mesure
de s'approprier ces études de formulation pour accueillir, je dirais, en plus grand volume et des cadences compatibles aussi avec nos chantiers et faire quelque chose à partir de ces déblais. Et ensuite, donc, suite à ces échanges réguliers avec les plateformes, il y a un réel enjeu de manque de débouchés aujourd'hui qui les empêche de se développer, de développer les sites existants, mais pourquoi pas aussi d'ouvrir de nouveaux sites, plus proches aussi des chantiers. Et c'est de travailler sur l'aspect commun public. Donc on l'a fait en partie sur nos marchés, sur nos propres marchés, comment ouvrir nos cahiers des charges pour mieux accueillir des produits à partir de matières recyclées, de matières secondaires. Et on s'est entouré d'autres partenariats publics pour, là aussi, dans une démarche d'économie circulaire partagée. Donc, on a créé quelques outils. Donc, tout d'abord, pour développer l'utilisation d'écomatériaux, c'est dans une approche très produit, les produits qui sont proposés par nos plateformes partenaires, pour déjà rassurer nos interlocuteurs sur la qualité des produits, sur leur performance. C'est pas parce que c'est un matériau produit à partir de matières recyclées qu'il est forcément avec des performances moindres. Non, loin de là. Donc, sur l'aspect technique et sur l'aspect prix aussi. On en parlait, effectivement. Si on veut que ça se développe, on ne peut pas proposer des produits qui soient forcément plus chers. Au contraire, il faut que, pour que ça se développe, que les prix soient compétitifs. Donc, soit à prix équivalent, soit moindre. Donc, pour certaines plateformes, elles ont indiqué un niveau de prix. Ouais. C'était cette slide. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc ça, c'était sur l'aspect vraiment une approche produit. Et on a développé, donc, sur les dernières années, et ça a été publié début 2022, un kit de l'économie circulaire. C'est plutôt sur l'aspect méthodologique. Donc ça rappelle un petit peu notre démarche, donc les fiches de caractérisation, des gisements, les fiches de formulation, donc sur quelques produits usuels avec les taux de substitution maximum qui permettent d'atteindre les mêmes performances qu'un produit standard, des fiches usage pour certains types d'usage, par exemple les technosols. On a travaillé avec Valorise sur cet aspect-là, et quelques retours d'expérience de quelques chantiers, alors les nôtres, mais aussi des projets tiers qui sont plus avancés, sur l'utilisation d'écomatériaux, d'écoproduits en milieu urbain. C'est principalement à destination des projets de construction ou d'aménagement d'espaces publics. Donc, sur le petit schéma au milieu, vous avez quelques pistes d'utilisation de matériaux formulés à partir de terres excavées. Donc, de l'amendement de terre, des substrats fertiles, mais aussi des sous-couches de voirie, les réseaux ou des pièces préfabriquées béton. C'est la dernière slide. Ok, merci. 15 minutes. Non, du coup, tu as très bien tenu le timing. Je veux juste savoir le catalogue des écomatériaux. Est-ce que du coup, on a la liste des plateformes et en fait, en tant qu'acheteur public, on contractualise du coup direct avec les plateformes, pas avec la SGP? Non, c'est les plateformes qui sont garantes du produit, de leur qualité, etc. Et de on leur contractualise, en commercialisation. fait, on achète avec Vous les achetez plateformes directement la plateforme. Ok, merci. Bon, bah voilà, ce sont des questions. Alors, celles que vous avez gardées en tête, celles que vous avez là maintenant après la présentation des différentes solutions présentées par les entreprises. Ah oui, Dorian, vas-y. Tu as 3. Bonjour. Est-ce que vous pourriez redonner en fait les chiffres du besoin intervégétal et volume de terre excavée, parce que on a vu des chiffres différents selon les présentations. Parce que en fait, au début, il y avait écrit, il y a eu écrit à un moment 160 millions par an de terre excavée en France. Et après, donc 45 millions d'Île-de-France, après on avait vu 45 et besoin de 6 millions de terres végétales, alors que là on avait eu ensuite 20 millions de terres végétales, voilà, pour avoir les bons chiffres. Et
Ah bah, j'en ai d'autres, hein, mais... moi j'avais l'impression que dans ce qui a été dit, c'était au tout début de la présentation, on disait que on essaie de créer des sols qui soient avec le plus de marge de manœuvre possible. Pourtant, dans la présentation, j'ai quand même l'impression qu'on crée des sols qui sont des sols spécialisés selon des sols végétaux, vivants qui sont spécialisés, selon l'effet des végétaux enfin, l'utilisation qui est visée. Et est-ce que c'est pas une limite du truc voilà. Et aussi, pardon, je garde le crachoir. J'en profite parce que l'enjeu de la question sur les volumes, terre végétale, enfin besoin et production, c'est le reste. Voilà. La SGP, c'est 50% pour des remblais de carrière, et le reste, c'est pas bon. Je ne sais pas qui veut répondre. Ouais. Sur les deux questions, du coup. Oui, il y avait déjà la question des chiffres. Donc, à un moment donné, on parle de 3 millions de mètres cubes, et puis on parle de tonnage, 6. 3 millions de mètres cubes, c'est à l'échelle de l'Île-de-France, en fait. Voilà. Donc, c'est un chiffre qui a circulé, mais sans donner le contexte. Je le connaissais pour ça. Et puis, vous avez soulevé une question qui est intéressante, parce qu'on est confronté tout le temps, c'est la question du changement d'usage. Et donc, quand on a une terre végétale pas très caractéristique, on a adapté en mettant juste de la météoronique, un petit peu de sable et tout ça. Finalement, son changement d'usage est facile. On peut très bien passer, et ça nous arrive tous les jours, d'une pelouse à un jardin potager. C'est ce que demandent les Parisiens, par exemple. Et donc, cette conversion, elle est possible. Par contre, si je fais un matériau issu de recyclé, très grossier, pour y faire une pelouse, ça sera extrêmement satisfaisant, ça résistera bien comme en termes de constance, mais peut-être que la dimension des granulats ne permettra pas facilement de faire un potager. Et donc il y a cette question qui se pose, c'est que quand on crée un espace vert, on ne sait jamais ce qu'il va le devenir. Il y a des opérations de rénovation, il y a des changements finalement qui se font. Et c'est pareil, hein, simplement les trous d'arbres, ça a l'air idiot, un trou d'arbre, on dit on va y mettre un arbre, et on n'a jamais pensé qu'on y mettrait autre chose. Et puis un jour, on dit, bah, tiens, je vais donner un permis de végétaliser au pied de l'arbre. Bon, bah, si c'est du terre-pierre, ça ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce que devient l'arbre si je commence à retirer 30 cm de terre-pierre pour y mettre de la terre? Parce que les racines vont supporter. Et donc ça, c'est vrai, c'est vraiment du questionnement. Même chose sur la qualité des matériaux. On peut très bien dire, c'est pas grave, il est un petit peu contaminé, mais puisqu'on ne va pas y faire pousser des légumes, ça ne gêne pas, quoi. Enfin, tout le monde le comprend. Mais encore une fois, si demain on décide de faire de l'agriculture, ça n'ira plus. Donc, il faut vraiment essayer de se projeter dans la vie. Je crois du coup. Merci. Et monsieur, si vous voulez compléter. Merci. Oui, sur la question des volumes de terre végétale et de terre inerte, le 160 millions, effectivement, ça c'est national, et ça couvre vraiment tout ce qui est issu des chantiers, donc déconstruction, terrassement. Donc ça va de la démolition de l'immeuble jusqu'aux terres excavées. Pour vous donner des chiffres très concrets, puisque ce sont ceux que nous connaissons chez ECT, globalement, une fois que vous avez enlevé tout ce qui ne vient pas dans nos installations, donc justement ces démolitions qui sont recyclées, tous ces matériaux, et que vous avez enlevé les terres polluées, puisque dans ces 160 millions, vous avez également les terres polluées, puis vous faites un terrassement, vous avez et des terres inertes et des terres polluées, vous arrivez à un volume en Île-de-France, enfin, le tonnage en Île-de-France, de l'ordre d'une vingtaine de millions de tonnes de terres inertes. Ça, c'est ce que l'activité bâtimentaire, et je ne compte pas le TP là-dedans, en particulier le Grand Paris. C'est vraiment le bruit de fond. C'est-à-dire que, voilà, hors Grand Paris, chaque année, il y a 20 à 22 millions de tonnes de terre qui sortent de Paris, sa grande, et petites et grandes couronnes. Sur ces 20 à 22 millions de tonnes, vous en avez une partie de 3 à 4 millions qui partent en péniche et qui vont remplir des carrières en Seine-Aval ou en Seine-Amont. Voilà, ça a toujours existé. Et ensuite, vous avez une partie qui va chez d'autres sociétés que la nôtre. Et ce qui fait que nous, on récupère 13 millions de tonnes par an sur nos installations. Voilà. En moyenne, on est entre 12 et 15 sites couverts en Île-de-France. Et on reçoit entre 1500 et 2000 camions par jour de terre inerte. Donc on est vraiment sur une économie d'échelle, de volume extrêmement importante, avec une logique de chercher des solutions pour des gros volumes. Voilà. On accompagne les démarches
type briques de terre. On est membre de Cycleterre, on est actionnaire de Cycleterre par exemple. On fait du ultra fertile. Ce ne sont pas des solutions de volume, ce sont des solutions de valo-matière, mais qui ne permettront jamais de répondre à 2000 camions par jour qui sortent de chantier et qui ont besoin de trouver un exutoire tout de suite, parce que comme on le disait tout à l'heure, la terre ne vaut pas cher. Une terre inerte, quand vous la posez quelque part, d'accord, si vous la reprenez avec une pelleteuse, vous la mettez dans un dumper et vous faites 200 mètres de dumper, vous venez de perdre ce que vous venez de toucher. Voilà. Donc, c'est une matière qui vraiment voyage très peu et qui supporte très mal la reprise. Donc, si vous voulez avoir un équilibre économique qui vous permette d'avoir des prix bas quand vous faites un matériau que vous revendez derrière, pour qu'il soit compétitif avec la matière noble, entre guillemets, qui le remplace, il faut vraiment faire le moins de manipulation possible dessus. Merci. Ah oui, Oui, juste pour la question où partent les terres, si elles ne sont pas valorisées en enlèvement de carrière ou en projet d'aménagement, vont en installation de stockage de déchets, donc vulgairement des décharges. Donc ce sont des scènes minimisées à la fois dans un but d'impact environnemental, mais aussi dans un but de non-saturation des filières existantes. Merci. Ouais, alors je ne sais pas qui était le premier, je ne sais pas. Je vais laisser après Aya répondre parce que c'est lui le chef de l'entreprise de Micro-Hormuz. Alors, c'est sûr qu'il a plus de spécificité. Pour moi, mais moi, je vais répondre par rapport aux questions de l'utilisage spécifique. Alors, oui, quand on parle d'utilisage spécifique, en fait, c'est très important parce qu'on voit de vous, quelquefois, ça fonctionne beaucoup même mieux en savoir ces relations entre plantes et sols. Parce que les plantes lui-même, quand on crée ces sols-là, on a déjà dit ces sols-là, c'est milieu vivant. Et ces relations entre plantes et sols, le plante lui-même, il va retourner améliorer ces sols-là. Et c'était ça le résultat de ma thèse pendant mon travail avec, avec Essentrol, avec Thomas Lashcombe. On avoue, en fait, l'effet des organismes était même plus important de l'effet de mélanger ces déchets ensemble. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre au marché, mais ça, c'est très important parce que ça joue un rôle sur l'extracteur de ces sols-là. On ne besoin pas nécessairement, le sol n'est pas agrégé, il n'y a pas cette porosité, il n'y a pas cette éponge pour travailler, mais c'est le micro-organisme qui va filtrer ces contaminants et va faire le travail grâce à ces relations d'amour entre plantes et sols. Alors c'est très important en point de vue. Après, ces sols-là, si on les considérait le plante ou qu'est-ce qu'on va utiliser, lui-même, il peut améliorer, mais selon certaines conditions. Si on parle par exemple du toit végétant, on parle de différentes conditions, on parle par exemple d'arbres de limon, etc. Alors pour ça, moi, je retourne, oui, c'est avantages et limites dans le même temps quand on parle de l'utilisation, mais c'est ça qu'est-ce qu'on fait en ville. On cherche de certains. Et c'est ça qu'est-ce qu'on va voir, il y a de sols arctiques. Agriculture considérée, en fait, c'est presque du caillou rocheux. Et c'est qu'il donne la plus bovin en France. Alors, ce n'est pas nécessairement la qualité de fertilité. La fertilité de ces sols-là, c'est important. C'est choix plante-sol qui fait ces productions. Et c'est ça qu'est-ce qu'on a aussi de tous les sols en France, en fait. Je vais passer le micro de mon chef. Je sors derrière la plante verte. Donc, en fait, moi, j'ai proposé de prendre la parole pour répondre aussi à votre question concernant les usages et puis votre questionnement concernant est-ce que il faut forcément savoir ce qui va être planté. Est-ce qu'on va faire un arbre, est-ce qu'on va planter des arbres, est-ce qu'on va faire des pelouses, ou est-ce qu'on va faire un potager. Et en fait, il y a, comme Maha l'a présenté dans son diaporama, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Le premier, c'est effectivement de reconstituer des sols in situ. Et l'expérience nous montre que c'est très compliqué de pouvoir fabriquer des sols en fonction d'une stratégie végétale planifiée, parce que économiquement, on va pas. Alors, on sait, on peut faire venir de la pouzzolane du Massif central, mais ça coûte cher. Écologiquement, c'est pas très vertueux. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des bureaux d'études interviennent pour dire ici, il y a un projet d'aménagement qui est planifié. Alors, il y en a plusieurs, Maha, on a présenté un tout à l'heure, mais il y a d'autres sociétés que Micro-Hormuz qui travaillent sur ce modèle-là, en disant on va caractériser les matières
qui seraient susceptibles d'être excavés. Avec ces matériaux-là, on va déterminer leurs caractéristiques, on va créer des typologies de matières premières. Est-ce qu'on a affaire à des matériaux plutôt sableux, plutôt limoneux, plutôt argileux? On va estimer la facilité ou pas de pouvoir séparer ces matériaux pour reconstituer des horizons de sol. Alors ça peut être une terre végétale globale, où ce sera la même qualité partout, mais souvent, ce qu'on va faire, parce que ça va être facilitant, et puis ça va optimiser le choix de la palette végétale, on va dire, compte tenu des matériaux, on pourra fabriquer, par exemple, des mélanges terre-pierre, on pourra fabriquer des substrats pour de l'engazonnement, et on va optimiser en fait les ressources présentes localement pour limiter au maximum le recours à des matériaux externes. Donc ça, c'est un modèle, et il y en a un deuxième qui est d'accompagner, par exemple, des plateformes de recyclage qui reçoivent sur leur plateforme un certain nombre de matériaux issus de la déconstruction, issus de l'excavation, parfois on a parlé de déblais tunneliers. Donc, en fait, tous ces matériaux-là, ils ont des caractéristiques. Et donc, quand on intervient, par exemple, pour des plateformes de recyclage, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, hein, parce qu'en fait, ce modèle-là, il s'est développé d'abord en province parce que c'était plus simple de travailler en B2B avec un industriel qui avait un besoin, on lui apporte une solution, plutôt que de passer par des structures voulant travailler d'abord sur la qualité. On mettait en place des cahiers des charges, il y avait des très bons projets, donc on ne pouvait pas le faire en B2B, ça passait forcément par des appels à projets. Et nous, à cette époque-là, on était trop petits, on a dit, on ne répond pas parce qu'on ne veut pas se positionner en mode recherche. Hein, de la même façon que quand le projet CITER est intervenu, on y a participé en tant que prestataire et pas comme partenaire du projet, parce qu'on dit, en fait, on sait déjà faire un certain nombre de choses, donc on ne veut pas nous refaire de la recherche, puisqu'on est aussi issu du monde de la recherche. Et donc, sur les plateformes de recyclage, en fait, soit on a affaire à des stocks de matériaux, on va avoir par exemple 4000 tonnes de matières premières, donc là, ça vaut la peine de pouvoir les caractériser pour ensuite déterminer une recette à partir de ces matériaux et d'éventuels matériaux complémentaires pour fabriquer une terre végétale ou un substrat terreux. Par ailleurs, sur des plateformes, on a affaire à des flux. Et donc, on va accompagner ces plateformes pour stocker en fait les différents matériaux inertes, donc non pollués, qui rentrent sur leur plateforme, les matériaux plutôt sableux, plutôt argileux, plutôt limoneux, qui ont un certain nombre de caractéristiques visibles à l'œil, parce que comme le disait M. Tillet tout à l'heure, en fait, si on prend un échantillon qu'on doit l'envoyer en caractérisation agronomique, ça dure 4 à 5 semaines, c'est impossible de travailler en fait. Donc il faut accompagner ces gens à pouvoir identifier visuellement un certain nombre de caractéristiques, et à partir de là, on va avoir des typologies de flux, et on va travailler sur ces flux pour faire des recettes qui ensuite vont permettre de fabriquer des produits, et qu'on peut, alors dépendamment des plateformes, de la diversité des matières premières et du marché, parce que le marché commande en fait la commande, parce qu'en fait tous nos clients, il n'y en a aucun qui fonctionne avec des subventions, donc c'est uniquement parce qu'il y a de la valeur ajoutée derrière que le modèle peut fonctionner, et donc vendre des terres de différentes qualités, soit dans le mode chantier, paysager, potager, soit dans le mode horizon de surface, horizon sous-jacent, avec des caractéristiques différentes. Voilà. Il y a 2 questions, je les prends groupées. Ouais, Emile, et puis... Oui, bonjour, Nicole Genèse de Bagnolet. J'ai juste quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'on sait que la vitalité des sols dépend des micro-organismes. Les micro-organismes sont par définition fragiles, et comment, dans ces manipulations de volumes importants de matière, on peut garantir effectivement une vie microbienne des sols au niveau des chantiers après livraison. Voilà. Juste, on va prendre la question parce que ça va pas falloir tarder à conclure, mais du coup, on retient la question. Vas-y. Une question très rapide. En tant que gestionnaire d'espaces verts, on est souvent confronté sur des sols qui sont apportés, anthropisés, remaniés, au développement d'espèces à caractère invasif, ce qui nous génère des coûts d'entretien assez forts. Je me demandais si aujourd'hui, dans les sols qui sont utilisés ou sélectionnés pour la création d'espaces verts, de nouveaux espaces verts,
on peut prendre en compte certaines propriétés du sol, la granulométrie ou autre, qui seraient, en tout cas, je ne sais pas s'il existe des sols, en tout cas, qui ne permettraient pas ou qui ne favoriseraient pas le développement d'espèces à caractère invasif, comme la renommée du Japon, typiquement. Merci. Je vais répondre à la première question. En fait, par rapport aux micro-organismes, vous pourrez imaginer quand on parle de compost et sols déjà riches en micro-organismes, on mélangeait avec des déchets inertes qui sont déjà en fait déjà un micro-organisme qui vivent déjà dans ces milieux-là. Ces mélanges-là, ils va permettre aussi du niveau espèce qui développe. Et après, on retourne, comme on met déjà l'effet de mélanger ces matériaux ensemble, on donne une énergie énorme et ces bactéries vont commencer à développer. On a même remarqué scientifiquement parlant de richesse de micro-organismes plus élevées, même de sol naturel en quelquefois, mais d'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on a de perte de volume, les microbes vont commencer à utiliser ces matériaux. Après, on va avoir les systèmes qui, je vais donner le nom écosystème stable, où maintenant on a ces balances entre micro-organismes, stockage du carbone, le sol fonctionne complètement. Alors, le mélange de déchets au niveau de micro-organismes, oui, ça va donner un milieu vivant directement, mais ces milieux vivants, ils vont aussi changer de la première année. Après, pour ça, moi j'ai dit, quelquefois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en entreprise, on ne peut pas vendre ces produits-là, parce qu'on sait, c'est l'effet de planter de plantes dedans, l'effet de suivi des comptes d'activité. Si on a appliqué, par exemple, espace vert à côté de espace vert, dans ces cas-là, en fait, les macrophones, etc., il va intégrer dans ces niveaux médians. Mais c'est de pas aussi toujours les caractéristiques de la plante choisie, les matériaux qu'on a choisis. Et pour ça, en fait, en général, on donne du conseil par rapport aux caractériser ces matériaux-là. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un me répond à la question d'Amir sur les sols adaptés pour limiter les espaces invasifs. Je sais pas si ouais. J'ignore totalement si des caractéristiques de sol pourraient être incompatibles, enfin pourraient permettre d'empêcher un développement ultérieur de ce genre d'espèces. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour éviter qu'on amène de ces espèces invasives quand on crée un substrat fertile, il y a deux matériaux. Encore une fois, le compost. Le compost, il a été bien fait. S'il a fait ses bonnes montées en température, normalement, vous avez neutralisé tout ce qui est germes d'espèces invasives et de toute autre espèce dedans. Donc ça, déjà, vous éliminez le risque de présence de germes dans ce matériau-là. Puis en général, le compostage ne prenne jamais, évidemment, de Renault du Japon, par exemple. Ça part ailleurs, ça part en incinération, ça part en enfouissement profond. Reste la partie terre. Évidemment, si on utilise des terres de surface qui ont pu être un jour contaminées par des Renault du Japon pour faire un substrat fertile, vous allez revenir de la renommée. C'est pour ça qu'on utilise, nous, quand on fait le substrat, exclusivement des terres d'horizon profond. Alors quand je dis profond, je ne parle pas des horizons de SGP à 80 mètres de profondeur, je parle de ce que vous trouvez sous les remblais anthropisés parisiens, qui en plus sont de façon totalement impropre pour faire un substrat fertile, parce que c'est des matériaux qui sont mélangés, des gravats, des choses comme ça, donc aucun intérêt pour faire une terre végétale, en tout cas. Donc on va utiliser des terres géologiques en place que vous trouvez dès les premiers mètres de profondeur, et qui sont terrassées de manière extrêmement courante, parce que dès que vous avez un ou deux niveaux de sous-sol dans une construction, vous arrivez dans ces matériaux-là. Alors on va éliminer les argiles qui sont immélangeables parce qu'elles sont trop plastiques, on va éliminer les sables qu'on ne reçoit pas parce que les terrassiers les dévalorisent autrement. Qu'est-ce qui reste? Il reste des marneaux calcaires. C'est pour ça que le substrat fertile qu'on produit est calcaire, effectivement, et qu'il faut raisonner, comme le disait tout à l'heure François-Nolde, un petit peu différemment. Non plus en disant je veux planter ça, donc je vais aller chercher la terre qui correspond, mais plutôt je vais avoir une terre qui correspond à mon milieu géologique local, et donc je vais devoir peut-être un petit peu adapter à la marge que je vais planter dedans. En tout cas, comme on prend des horizons profonds, par définition, ils n'ont pas été contaminés, mis en contact avec ces plantes, et donc, par conséquent, vous ne les retrouvez pas dans la matière minérale. Donc, la somme des deux fait que non, vous n'en avez pas. Merci. Et vous avez une question? Il est 12h30, donc du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure. Juste
Deux mots, je pense que nous aussi, en tant que collectivité, on a un peu ce rôle à la fois d'expérimenter, parce qu'on a bien vu qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de questions sur ce sujet-là. C'est un sujet récent, en plus, en termes de recherche. Et je pense qu'on se positionne à la fois, du coup, en tant qu'expérimentateur et puis aussi acheteur. Et on voit bien que les filières, elles ont besoin d'être structurées, comme disait Thomas, qu'on a besoin aussi de structurer la demande. Donc, je pense que du coup, on intervient sur cet aspect-là. Et bon, Ludivine a dû partir, mais effectivement, sur le grand projet de promenade des hauteurs, je pense qu'il y aura un bel enjeu, du coup, pour mobiliser ces différentes solutions. Voilà. Alors, je vais juste remercier vraiment vivement tout le monde et tout particulièrement les intervenants parce qu'il y a une grande qualité de toutes les interventions. Donc merci beaucoup et puis merci à toutes les participants et participantes qui sont venus en présentiel et qui sont restés toute la matinée. Et voilà, en espérant que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite bon appétit et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.